Le score. Le score. Vous devez cru et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Au programme du jour, de la musique, de la discussion autour de la fiction et mon anxiété au max à cause de l'actualité de notre invitée. Comédienne de type solaire, jamais l'adjectif n'a été autant justifié. Rire merveilleux et grande versatilité, c'est ainsi que je titrerai sa trilogie, si toutefois on me la confiait. Des gens qui s'aiment au dossier Mal d'Aurore, elle est impeccable dans tous les registres. Chez Chabrol, Barou, Vanier, dans Il ne faut jurer de rien, Le Grand Bain, face au capitaine Marlowe, comme face à Boulit et Ripper. Elle est aujourd'hui au casting d'une mini-série créée par Nathalie Abdelnour et réalisée par Shirley Monsara, primée au Festival de Luchon, meilleure série, meilleure réalisatrice, meilleur scénario. Ça s'appelle L'Intruse et ça porte bien son nom. Bonjour Mélanie Doutet. Bon déjà merci. De rien, vraiment. Merci beaucoup. Je pense tout ce que je viens de dire. Voilà. Merci beaucoup d'être dans ce studio. La série démarrera le 5, ça sera diffusé sur 2 soirées, 5 et 12 mars, 21h10 sur France 2. La série est déjà accessible sur France.tv. C'est un carton sur la plateforme. Plus d'1 million de vues, ce qui est quand même... voilà. Ce nombre de vues, plus les prix reçus, ça rassure sur l'accueil réservé à la série avant la première diffusion officielle. Ouais. Mais en fait, il y a toujours une petite appréhension. C'est comme quand on sort un film où on a toujours hâte de savoir comment le grand public va le recevoir. Ouais. Moi, j'ai pas du tout grandi avec cette histoire de preview, de replay, tout ça. Donc, je dois rester. J'évolue avec une grande agilité. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la vraie sortie, c'est mercredi, quoi. Et il y a la même anxiété que pour une sortie de film, par exemple ? Vous êtes d'un naturel plutôt détendu, c'est fait, maintenant ça m'appartient plus. Ça m'appartient plus, mais bon, on a envie que ça fonctionne. Ouais. On sait que les chiffres sont importants aujourd'hui. Il y a une question rituelle dans cette émission. Je vous la pose donc de suite. Quelle place prend la musique dans votre quotidien ? Dans le quotidien, c'est assez fluctuant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où je peux écouter généralement un morceau en boucle. Jusqu'à ce que je l'épuise, c'est ça. Mais la radio a pris une autre place. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup la radio et pas forcément de la musique. Mais la musique restera toujours pour moi un moment où c'est mes premiers moments d'indépendance, je crois, quand je prenais mon Walkman et que j'écoutais ma musique à moi, que je mettais les morceaux qui me faisaient kiffer plus jeune. Ça reste des moments nostalgique. Est-ce que vous faites partie des comédiennes qui font des playlists pour les rôles ? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, j'écoute de la musique pour me donner de l'entrain. Pour me donner comme si une musique allait être un tremplin pour une énergie. Mais pas forcément, non, je me fais pas de playlist de personnages. Eh bien, on démarre en musique avec Nina Simone, Tell It Like It Is. Oh. Le score sur Radio Nova. Tell It Like It Is, c'est signé Nina Simone, une artiste dont je crois que mon invité est fan. Mélanie Doutet, vous me confirmez ? Ah oui, j'adore. C'est un destin absolument tragique, mais j'adore la voix de cette femme, ce qu'elle porte comme tragédie et comme soleil en elle. Je trouve que c'est un paradoxe incroyable. Et puis, la dernière fois que j'étais sur scène, il y avait un morceau qui était joué. Et pour avoir déjà eu de la musique sur un plateau, au bout de 6 mois, on n'en peut plus de ce morceau. Et là, Nina Simone, non, je ne m'en lassais pas. C'est parfait. On parle de votre actualité. Je rappelle, mercredi 5 et 12 mars 21h10 sur France 2, c'est déjà disponible sur France.tv. Place à L'Intruse. Enfin, je me comprends. Laissez-la entrer dans votre télé, mais absolument pas chez vous. Une mini-série créée par Nathalie Abdelnour, réalisée par Shirley Monsara. Vous y êtes Paula, mère de 3 enfants, 2 ados, un tout petit dernier, et il faut reprendre le boulot, alors... Alors vous avez cédé aux sirènes de la jeune fille au père. Ben oui, parce qu'en fait, là, 3 enfants, nos 2 boulots, ça devenait un peu compliqué. Je suis là maintenant. Tu vas me trouver parano, mais je trouve plus ma veste bleue. Je te sens inquiète. On a pris quelqu'un pour que tu puisses te reposer. Profites-en. J'ai préparé les affaires d'Orso, on fait quoi aujourd'hui ? Je vais vous laisser votre journée. En fait, j'avais pas réalisé qu'elle était tout le temps là, quoi. Le matin, le midi, le soir, la nuit. Je trouve ça hyper intrusif, moi. Voici ce que j'appellerais l'angoisse ultime de la daronie, soit la recherche en mode urgent d'une babysitter, en l'occurrence d'une jeune fille au père qui s'avère trop présente. Et je dis ça pour ne rien spoiler. Est-ce que c'est en partie cette angoisse-là qui vous a réuni avec votre personnage, Paula ? Oui, mais il y a plein d'autres éléments aussi qui m'ont touchée dans le personnage de Paula. J'aime bien aussi la façon dont
dont elle passe par l'introspection, dont je trouve on n'en parle pas beaucoup, cette façon dont, avant d'accuser l'autre, on va s'accuser soi-même. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage et je pense que j'ai dû réagir comme ça aussi sur plein de choses. Où plutôt que de dire c'est de sa faute, de dire attends merde, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que je fais pas bien, et la remise en question de ce personnage me touche beaucoup parce qu'elle a un carrefour de sa vie où elle veut tout retrouver normalement, tout faire normalement et tout faire au mieux. Et en fait, tout marche pas. Oui, parce que la série a ce site particulier, elle nous présente Paula à un endroit qui est pas si fréquent dans les fictions, c'est-à-dire le post-bébé. Alors que vous avez déjà exploré au cinéma dans Postpartum, mais c'est dans un registre très très différent. Ouais. Elle est entre sentiment d'être dépossédée et obligation, non pas d'être performante, mais d'être déjà juste fonctionnelle. Et c'est quelque chose qu'on montre assez rarement, je trouve. Oui, et puis parce qu'on se met une pression de fou, en fait. Et là, mon perso se met une pression de dingue. Elle veut absolument être la meilleure mère pour le dernier, mais pour les 2 grands aussi. La meilleure épouse, la meilleure à son retour au boulot, parce qu'elle vient de finir son congé maternité. Et tout de suite, on la met face à qu'est-ce que à quoi t'as pensé pendant ton congé maternité? Bah non, c'est un congé maternité, donc j'ai pas forcément pensé à mon boulot. T'as oublié ton anniversaire de mariage. Tout ça me met face à oh là là, merde, j'ai loupé. Oh non, mince, j'ai loupé. J'ai pas réussi. Et en fait, j'ai l'impression d'être un échec vivant. Il y a beaucoup de monde autour de ce personnage, mais elle est très très seule en réalité. Oui, parce que je pense qu'elle n'arrive pas à nommer et on lui laisse pas la place d'être entendue. C'est-à-dire que même son compagnon, merveilleusement joué par Eric Caravaca, parce qu'il n'a pas un personnage facile, parce qu'en frère, on a vraiment envie de l'emplâtrer et il reste attachant quand même. Mais on a quand même vraiment envie de l'emplâtrer. Oui, on a quand même vraiment envie de l'emplâtrer. Mais oui, parce qu'il comprend pas, il cherche pas du tout à me comprendre. Il reste sur ses positions. Écoute, on a engagé une nana qui est super, pourquoi t'es contre elle? Alors mon instinct me dit quelque chose de très juste, mais j'arrive pas à le nommer. Voilà. Et comme je suis dans mon silence et je m'enferme dedans, évidemment, la communication est compliquée. On passe à l'angoisse. Juste après, on va faire une petite pause musicale. On écoutera Missy Elliott, Get Your Freak On, et tout ça, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Missy Elliott sur Nova, Get Your Freak On, en compagnie de Mélanie Doutet, puisqu'on parle de L'intruse, une nouvelle mini-série. Et sans en faire un brûlot, on sent quand même que les femmes sont au centre de ce qui anime et l'intrigue et la série en elle-même. Le traitement de la charge mentale, par exemple, ce qui pourrait déjà faire un thriller en soi, on va pas se le cacher, donne la sensation que c'était une équipe qui était très féminine, qui vous entourait. Oui, c'était le cas. Ouais. Déjà, c'était une réalisatrice, Shirley Montsara, une productrice, La Gabriée, et puis c'est quand même l'histoire de 2 femmes. Ouais. Et 2 femmes qui ne sont pas rivales. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a changé le truc. C'est autre chose qui se joue. Oui, mais c'est bien aussi. Souvent, on a l'impression qu'il y a une jeune que j'interprète aussi, mais moins jeune que l'autre quand même. Mais on parle pas de rivalité. C'est 2 femmes qui vont se retrouver à se confrontées, mais elles ont un destin inversé. C'est pas du tout, on parle pas de rivalité féminine. Et je trouve que c'est plutôt bien aussi, ça change un peu. Ouais, face à cette mère exténuée que vous incarnez, il y a une babysitter, l'excellente Lucy Fajday, qui elle est hyper performante, presque parfaite, ce qui questionne aussi de fait la notion de la bonne mère. Est-ce que c'est une facette qui est intéressante à explorer, sans se donner de vertige ? Ouais, sans se donner de vertige. Oui, on essaye toutes de faire au mieux, mais c'est difficile d'accepter qu'on n'est pas parfait. Ouais. Je trouve qu'on se met beaucoup la pression. Mais surtout dans ces registres-là, je trouve. C'est-à-dire c'est-à-dire à la maison, dans le cadre de la maison, effectivement, les enfants, la responsabilité, tout ça, le faillible est un truc qui est compliqué à entendre. Oui, et puis à admettre. Ouais, c'est ça. Genre, non, j'ai pas fait. Non, j'y ai pas pensé. Non, j'ai oublié. Oui, c'est compliqué, mais je pense qu'à partir du moment où on l'accepte, on est quand même beaucoup plus détendu. Du fait de cette extrême solitude, Paula n'aura qu'un choix pour se sauver et pour sauver sa famille, de la même manière. Aller à la bagarre. L'adversité, est-ce que c'est toujours un bon moyen de se révéler super-héroïque ? Super-héroïque, je sais pas, mais en tout cas, je pense que Paula va trouver en elle un ressort qui est vraiment animé par l'instinct maternel, qui va faire que c'est ça sa plus grande force en fait, c'est qu'elle aime ses enfants plus que tout et qu'elle veut protéger sa famille. Et telle une lionne, elle va retrouver en elle une ressource qui va lui permettre d'aller au bout de sa quête, et de comprendre pourquoi cette jeune femme, Lucy Fajday, est arrivée dans cette maison et pourquoi elle a extrait mon personnage de la maison. Oui, c'est-à-dire qu'à la colère de Paula se mêle aussi une forme d'empathie qui est
assez singulière et même étrange par endroits. C'est-à-dire qu'il y a le danger, mais elle ne la juge pas complètement. On sent qu'il y a une espèce d'envie de comprendre ce qui se joue chez cette jeune femme. Mais en fait, c'est là, je trouve l'intelligence du perso aussi, c'est qu'elle cherche pas à se venger, elle cherche pas, alors qu'elle est quand même se retrouve vraiment dans le caca. Elle cherche pas à se venger, elle cherche à comprendre pourquoi cette jeune femme en est arrivée à ce tel traumatisme pour en arriver au pire, quoi. Ouais. Et oui, elle fait une enquête elle juge pas, elle fouine. En 4 épisodes, on passe d'une angoisse intime à un thriller psychologique et familial. On assiste à une mécanique implacable, insidieuse, celle d'une intrusion. Est-ce que vous aviez des références de fiction en la matière ? Oh ben on en a eu plein. Shirley a beaucoup parlé de Parasite, par exemple. Bien sûr. Bong Joon-ho. Exactement. Ou même La main sur le berceau, qui est un super classique des années 90. Moi, j'ai pensé à Jeune fille partagerait appartement par certains. Voilà. Je pense que c'est un truc de génération, mais j'ai eu un truc de. Oui, mais il y a un peu de ça aussi. On voit qu'elle arrive dans cette baraque et qu'elle en fait sienne, quoi. Donc, oui, mais en fait, il y a plein de références. Et puis, je pense que surtout, c'est des références intimes qu'on a. Il suffit qu'on ait des enfants, ou il suffit qu'on fasse venir quelqu'un à la maison qui est un peu trop intrusif. On appelle ça, elle avait dit, la productrice, Léa Gabriel, un terme que j'aime beaucoup, c'est une intrusion psychologique. Oui, c'est ça. Ouais. Mais alors, psychologique et territoriale, parce que ce qui est très étonnant, c'est que dans la série, le cocon, soit la maison et les gens qui la peuplent, se fait de plus en plus étouffant. C'est-à-dire que Tess, la nounou, est partout et Paula est presque nulle part. Est-ce que ce jeu sur l'espace-là, ça vous a aidé aussi à investir le personnage ? Oui, ça nous aide. Alors déjà parce qu'on avait très peu de scènes avec Lucie Fajdet ensemble. On était vraiment, on s'est croisés. Exactement, on s'est croisés très peu. Ce qui fait que moi, il y avait un vrai mystère autour du personnage de Tess, donc la nounou. Ouais. Et donc à chaque fois qu'on se croisait, c'était pour marquer une incompréhension. Et c'est après, quand j'ai vu la série, que j'ai découvert tout le travail aussi de Lucie autour de son personnage. Un mot sur le reste du casting. Vous avez cité Eric Caravaca dans le rôle de votre époux, qu'on aime bien, mais qu'on a quand même un peu envie de gifler. Et dans le rôle de votre père. Oh, bah qui va là ? Alain Doutet. Oui, mon papa. Ouais. Oh, bah c'était trop chouette. C'était trop chouette parce que le rôle du père de Paula est un rôle ultra réconfortant, aidant, à l'écoute. Ouais, bien sûr. Qui est l'homme à l'écoute quand même de la série. Et bah ça tombait bien que mon papa l'incarne. Ouais, il fait ça très bien. On poursuit en musique. Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charlie Stevie Wonder sur Nova. Et Stevie Wonder fait-il partie des playlists de Mélanie Doutet ? Ah, mais c'est au-delà de la playlist. Ah ouais ah oui, j'avoue, je suis totalement fan de Stevie Wonder. Mais vous le saviez, j'imagine, non ? Non, vraiment. Ah, mais je suis hyper fan. En fait, pour être tout à fait honnête, ce titre me fait penser au film Happiness Therapy. Ah, bah ouais, je suis d'accord. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un... Oh bah... Je me suis dit que ça collait bien avec vous. C'est trop sympa. Ouais. J'aime bien ce film. Ah, Stevie Wonder, pour moi, c'est... Waouh. Il y a lui et il y a le reste. Exactement. Bah, très bien. Et il n'est pas en concert depuis des années. Je le guette. Mélanie, on vous a vu au théâtre, au ciné, à la télé. Est-ce que ces 3 activités sollicitent les mêmes parties du cœur et du cerveau ? Le même muscle, en quelque sorte, pour le faire. Peut-être pas, mais on s'en fout. C'est la même envie. Ouais. La même envie, le même investissement. Et bah ouais, c'est le même métier quand même, avec des méthodes différentes et tout ça. Mais oui, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez des points communs ou une ligne directrice entre tous les rôles que vous acceptez ? Non, je réfléchis pas à faire. Non. Non, mais ça pourrait se faire de manière inconsciente, en fait. Ouais, bah du coup, j'aurais du mal à vous répondre. Alors, j'ai pas assez de recul. Je suis pas en train d'analyser ma filmo en permanence. Mais non, je marche beaucoup à l'instinct. Ouais. Donc, non. Je ne pourrais pas vous trouver de points communs, je ne suis pas sûre. Moi, j'ai vu une ligne, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord. On va faire un petit tour dans votre filmo, début en 98, dans Les gens qui s'aiment de Takela. Moi, j'ai un souvenir par la suite très marquant du film de Pierre Jolivet, Le frère du guerrier. Quel souvenir, vous, est-ce que vous avez de ce rôle de badass moyenâgeuse ? J'ai pas d'autre mot. J'adore. Si vous avez eu une nomination, d'ailleurs, au César. Oui. J'ai un souvenir très ému parce que c'était la première fois que j'étais sur un plateau tout le temps, que en plus j'avais eu ce rôle grâce à l'écrémage des castings. J'avais jamais rien fait avant. C'était ma première année au conservatoire. Enfin, il y avait plein de choses qui arrivaient en même temps. J'étais un petit peu je comprenais pas très bien. Et puis j'avais 2 partenaires géniaux qui étaient Vincent Lindon et Guillaume Canet, ultra généreux, François Berléand aussi qui était là.
Et puis Pierre Jolivet qui m'a donné ma chance et qui m'a donné un rôle canon, vraiment canon. Alors il y a eu ensuite La Fleur du Mal de Chabrol, et c'est là que moi je commence à sentir une récurrence de femmes qui sont pas à l'endroit où la société voudrait qu'elles soient. Et je trouve que ça revient assez souvent dans votre filmo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois. On devrait la classer là, mais en fait c'est pas là qu'elle va rester. Mais je trouve que c'est un truc qu'on devrait appliquer dans plein d'univers différents. Oui, mais évidemment. Mais est-ce que c'est si facile à mettre en œuvre? Non, je vous le dis. Hein. Ouais. Mais je vous le confirme. Chacune à sa place, je vous confirme que non, c'est pas... Ouais, c'est un travail quotidien, de longue haleine, mais je perdure. Alors, il y a un autre rôle, quelques années après, vous incarnez Mélanie Doutet dans Le Bal des actrices, enfin, en tout cas une version très alternative. Se jouer ou jouer avec son image, est-ce que c'est aussi un plaisir de comédienne? Non, j'ai pas l'impression de jouer avec une image parce que j'ai pas forcément l'impression d'en avoir. Donc non, non, c'est ce qui m'a beaucoup amusé dans le film de Maïwenn, c'était que c'était une sorte d'Angelina Jolie, enfin une nana qui avait pété les plombs, qui touchait plus trop terre, qui touchait plus terre. Et je me suis pas trop reconnue là-dedans, mais c'est ça qui m'a amusé aussi. Oui. Dans ce film précis, Maïwenn dit je pense qu'on fait pas ce métier si on n'est pas névrosé. Est-ce que vous souscrivez? Oui, mais je pense qu'il y a différents types de névroses. Ouais. Je suis pas sûre qu'on évidemment. Voilà, je pense qu'il y en a des douces aussi. Ouais. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un de névrosé ou difficile à vivre ou caractériel. Après, peut-être que je n'ai aucun recul sur moi aussi. Ça se saurait, je pense. Quelques récurrents dans votre filmographie: Olivier Barou, Cédric Jiménez, Fabrice Duvels, dont encore récemment le saisissant Mal d'Aurore. Est-ce que pour vivre heureux, il faut vivre groupé dans le travail? Ou en tout cas se créer un petit, je ne vais pas dire un cocon, mais une sorte de groupe avec qui on avance? C'est une question compliquée. J'ai pas eu le sentiment d'avoir une trop de famille dans ce métier. Ça m'a pas forcément manqué, mais j'avoue que c'est une des choses qui me fait le plus plaisir, c'est quand un réal me rappelle. Oui, j'imagine. Ouais. Ça veut dire quelque chose. Quoi. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y a un truc à fonctionner, quoi. Donc, le côté famille et tout ça, non, moi je le connais pas trop. Ouais. Des illustres metteurs en scène au théâtre aussi: Tilly, Patrice Lecomte, Laurent Lafitte, Nicolas Briançon, Michel Faux, pour n'en citer que peu. Est-ce que l'aspirante scénographe est finalement comblée par les planches? Vous avez bien bossé, jouant. Bravo. Oui. C'est-à-dire que même j'avais fait quelques esquisses de scénographie, c'était tellement pathétique que je pense que c'est surtout le milieu de la scénographie qui s'en porte bien mieux. J'étais vraiment pas douée, quoi. Mais bon, ça m'empêche pas de continuer à aimer dessiner et de me dire Hamlet, je l'aurais fait comme ça. Mais non, en fait, heureusement pour Hamlet que je n'ai pas fait ça comme ça. Mais mais la scène, on parlait tout à l'heure de la différence entre l'image et le plateau et la scène. C'est vrai que il y a quelque chose de, j'aime pas trop ce mot parce qu'il a été tellement utilisé, mais ce qu'on ressent d'une façon organique sur un plateau, c'est fou, quoi. Moi, je trouve que c'est de l'ordre du divin. On poursuit la conversation. Nouvelle pause musicale qui devrait vaguement vous évoquer quelque chose. Mirwais, Knife Song. Le score sur Radio Nova. Mirwais sur Nova, Knife Song, un titre qui doit vous rappeler un générique, puisqu'en 2005 débarquait sur France 2 une héroïne bien singulière, Clara Scheller. Quelque chose de très novateur, une autre image de la trentenaire, si toutefois il y avait une quelconque uniformité quelque part. Et du coup, une entrée pour vous, Mélanie Doutet, dans pas mal de foyers français. Ça se gère comment ? Moi, j'ai été super accro à cette série. Je me souviens très bien qu'il y avait un truc de l'ordre du raz-de-marée quand même. Il y avait un truc de... c'est très nouveau en fait. Ces filles-là, on les voit pas. Ouais, c'était canon à faire. Après, moi-même, j'étais pas prête en fait à être reconnue en allant chercher du pain, par exemple. Voilà. Mais j'étais assez fière d'incarner ce personnage. Je le trouvais ultra moderne. Je trouve que même plein de thèmes abordés dans la série étaient ultra modernes. C'était une série qui était en avance sur son temps. J'ai beaucoup aimé accompagner ce perso et la série. Alors, désolée d'insister, mais encore une fois, une héroïne qui répond assez peu aux injonctions. C'est vrai. Il y a une petite ligne quand même, il y a un petit truc. Non, mais c'est vrai que ça change le rapport. Je parle pas de différence de support entre le cinéma et la série, mais la série ou le téléfilm a ceci de particulier que ça vous fait rentrer directement chez les gens. J'imagine que ça crée pas le même genre de rapport. Aux gens, vous voulez dire ? Ouais.
Oui, certainement. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il suffit de faire de la promo pour que les gens vous reconnaissent plus qu'au cinéma. Enfin, les gens regardent plus leur télé. Je sais pas si vous avez compris ma phrase. Si, bien sûr. En fait, une émission de promo à la télé, les gens vous reconnaissent plus qu'un film au cinéma. Non, c'est-à-dire qu'on vous parle volontiers plus d'un plateau que vous avez fait chez un tel ou un tel. Oui, exactement. Que le film que j'ai fait. Ah ouais. Oui, je trouve. Ouais. Bah oui, c'est comme ça. C'est un peu déprimant, non ? Ouais, faut pas dire ça. Non, allez. On prend les gens comme ils sont. Tout à fait. Petit écran toujours en 2022. Vous êtes dans Touché d'Alexandra Lamy, d'après l'indispensable bande dessinée du même nom de Quentin Zuthian. La fiction au service d'une cause plus grande que la fiction, en l'occurrence les VSS. Est-ce que c'est une partie intégrante de votre métier aussi, de réfléchir à ça, au rôle que vous servez, aux propos que vous servez ? Bah oui, je pense. Je pense qu'on est obligé puis surtout d'être à l'écoute d'un temps, d'un moment, et ce qui se passe en ce moment, ce qu'on attendait depuis longtemps. Et donc oui, c'est important d'être à l'écoute et à un moment donné d'en faire écho. Donc oui, puis c'est un thème qui touche très, très, très à cœur Alexandra Lamy. Donc voilà, donc j'étais très heureuse de l'accompagner dans cette aventure et de découvrir de plus près ce combat, l'escrime réparatrice aussi, le sport réparateur. Non, donc enfin, j'étais très fière aussi d'accompagner Alex dans ce sujet. Alors, vous allez peut-être me dire que je me trompe, mais vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. J'ai l'impression que les fictions télé s'emparent plus rapidement ou plus facilement des sujets lourds, peut-être, qu'au cinéma. Peut-être, je sais pas s'il y a plus de liberté, mais il y a peut-être, non, je suis pas assez spécialiste pour vous répondre, je risque de répondre à côté, mais peut-être, ouais. En tout cas, dans les rôles qu'on vous propose, est-ce que vous avez peut-être parfois le sentiment qu'on vous propose plus de rôles de cet acabit pour des fictions télé que pour le cinéma ? Non, je pense qu'au Cinoche aussi, on peut, alors peut-être que j'y ai pas accès moi, mais je pense qu'on peut aborder des rôles tout aussi tout aussi concret et avec un écho sur ce qui se passe. Ouais. Ah non, je dis pas qu'on peut pas le faire, je dis qu'il faut en avoir l'envie. Oui, c'est ça. L'envie et les moyens. Parfois différentes. Dans un registre beaucoup, beaucoup plus léger, Pamela Rose, la série, la comédie, c'est un exercice dont je trouve que vous vous emparez avec beaucoup de grâce. Est-ce que vous êtes de nature rieuse ? Très, je suis ultra rieuse. J'adore la comédie, j'adore le rythme, j'aimerais beaucoup faire un Fédo, par exemple. Ouais, je trouve que c'est... Ouais, j'aime bien rire dans la vie, surtout. Ouais. Donc, je suis plutôt bon public, en plus. Donc, Et là, l'expérience avec Cadet Olivier ? En fait, je les connais depuis longtemps, Cadéo. J'avais fait aussi Ce soir, je dors chez toi, avec Jean-Paul Rouve. Donc, oui, on rigole bien. Ouais. Et puis, c'est généreux, c'est tendre comme plateau, donc c'est chouette. La forme d'humour qui vous fait le plus rire ? L'absurde. Ouais. Ah ouais. Donc, vous êtes trouvés. Ouais, certainement. Avec Cadéo, j'imagine. Oui, tout à fait, ouais. On poursuit la conversation dans un instant. Une petite coupure publicité juste avant. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Mélanie Doutet, puisqu'on parlait de comédie. Il y a un instant, j'ai un extrait à vous faire écouter. Wait, let me explain something to you. I am not Mr. Lebowski. I'm the dude. You know, that or his dudeness or duder or, El Duderino if you're not into the whole brevity thing. Are you employed, Mr. Lebowski? Employed? Jeff Bridges de Big Lebowski, Ethan et Joel Cohen, en 1998, un film qui, je crois, fait partie de votre panthéon. Ah ouais, totalement. Les frères Cohen. Hein. Mais là aussi, de manière générale, on parlait d'absurde. Voilà. Ils ont aussi cet humour-là. Ah non, mais je trouve, là par exemple, de Big Lebowski, je l'ai re-regardé il y a pas longtemps, mais ça bouge pas, quoi. Ça marche toujours. Ah, ça marche toujours. Mais rien que cet extrait, vous entendez. Enfin, je vais pas parler anglais. Je vais pas vous faire ce plaisir. Je le garde vraiment pour les Américains. Espagnol. Oui, je parle. Non, mais vous avez hyper bien bossé. Je sais que vous êtes allé tourner en Espagne et que vous avez appris l'espagnol de manière intensive pendant 2 mois. Ce qui, moi, me scotche, en fait. Aucune oreille, je me dis... Bon, non, vraiment. En vrai, vous avez un objectif, je suis sûre que vous y arrivez. Ouais. Mais si... Feignante, moi. Oui, voilà, mais c'est de la feignantise. Mais vous savez qu'il y a un petit truc à la clé. Ouais. Non, mais oui, les frères Cohen, je suis absolument fan. Et alors, je me suis demandé, les gens derrière ou devant la caméra qui vous ont donné des envies de ciné ou de série, c'est qui ?
C'est un mélange de... Enfin, c'est assez large comme palette. Ça peut justement aller aussi de... on en parlait tout à l'heure, évidemment son nom m'échappe, de cette chanteuse qu'on a, Nina Simone par exemple. Je trouve que c'est de l'interprétation quand même ce qu'elle fait. Donc, même mes parents écoutaient beaucoup Paléo Conté. Je trouve que là aussi il y a de l'interprétation. Je parle de musiciens, mais ça peut être aussi Poiret, Serrault par exemple. C'est un duo que j'ai trouvé absolument hilarant. À travers mes lectures aussi. Quand on lit Maupassant qui décrit avec autant de virtuosité un sentiment, voilà, enfin, tout donne envie quand on est passionné. Mais gamine, la première claque que vous êtes prise en matière de cinéma, vous vous en souvenez ? Mais je crois que c'était Mary Poppins, un truc comme ça. Ouais, Mary Poppins, j'avoue que on peut faire ça, on peut faire des claquettes sur un toit et ramoner une cheminée et c'est beau. On peut parler à des dessins animés, mais tout est fou. On peut parler à des pingouins, c'est génial. Et faire tenir autant de choses dans une si petite valise. Incroyable. Je parlais en introduction de registres très variés. Je crois savoir que vous êtes fan de films d'horreur. Ouais, j'aime beaucoup. Et que c'est pour l'instant un genre que vous n'avez pas exploré, me semble-t-il. Non, pas trop. Le genre un peu, même L'intruse, je trouve que ça s'assimile au genre. Et même le film de Fabrice Duvels, Inexorable. Mais horreur. Non, j'ai pas fini dans une baignoire d'hémoglobine. Oui, c'est ça, on n'a pas encore vu vos viscères en fait. Non, ça viendra. Non, mais c'est vrai, ça reste un territoire que vous avez envie d'explorer. Oui, parce que moi, j'aime tellement, je vais dire un mot anglais, mais le jump scare, je trouve ça absolument génial quand tu frémis chez toi dans ton salon et qu'il est midi. Je trouve ça génial. Donc, j'aimerais bien pouvoir susciter ça chez les gens. C'est le seul domaine auquel vous n'êtes pas encore essayé ? Ah non, il y en a plein. J'aimerais. Je vous propose pas la science-fiction parce que je crois que vous n'aimez pas ça. J'aime pas la lire. Ouais. La voir, pourquoi pas. À jouer, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je me demande ce que c'est quand même de travailler sur fond vert pendant 1 mois et demi. Voilà, je sais, mais ça se trouve c'est merveilleux. Enfin, personne n'est sorti d'un film de James Cameron en disant plus jamais. Enfin, donc pourquoi pas. Si. James Cameron, je crois qu'il a pas la répute d'être facile. Donc il y a dû en avoir 2-3 qui. Oui, mais sur le tournage d'Abyss, on fait. Ah ouais, c'est vrai. Bon, alors mon exemple est tout pourri. Sachez, vous n'êtes pas prête pour James Cameron. Choisissez quelqu'un d'autre. C'est con, je dois le rappeler. Non, mais oui, enfin, on a plein d'univers fantastiques. Non, mais il y a plein d'univers que j'aimerais essayer, tenter. L'envie est là tout le temps. Ah oui, tout le temps. Non, parce que j'imagine que dans une carrière comme ça, il peut y avoir des moments de la mienne est là tout le temps. Oui, bien sûr. Après, non, mais c'est important. Autres, c'est important. C'est hyper important. Ouais. Bon. C'est une bonne nouvelle. Ça me fait bien plaisir. Dernier titre choisi pour vous, avant de vous laisser la main et d'en choisir vous-même dans les playlists de Nova. Ah oui, me regardez pas avec l'air interdit, je ne vous ai pas prévenu, je le fais maintenant. Mais vous m'avez pas perdu non plus, vous inquiétez pas. Tant mieux. J'ai beaucoup de mal à parler. Jamiroquai, Little L. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall out. Fucking hell. Jamiroquai sur Nova, Little L. Je suis obligée d'avoir la satisfaction de l'inviter, ou en tout cas de jauger. Est-ce que Jamiroquai va, Mélanie Douté ? Ça me va très bien, je vous en remercie. Eh ben, je vous en prie, ça me fait plaisir. On n'a qu'à parler comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Les gens vont pas s'ennuyer du tout. Avant de se quitter, Mélanie, il y a une épreuve pour les invités. C'est-à-dire une rafale de questions sur la musique. Ok. À laquelle il faut que vous me répondiez idéalement du tac au tac. Je n'ai pas le droit de revenir sur vos réponses ou de vous demander de les justifier. Très bien. De les juger. Je vais tenter de faire au mieux. Je le ferai intérieurement, sachez-le. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, en tout cas la vôtre. It's Wonderful, Paléo Conté. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence. Queen. N'importe lequel ? Ouais. Allez. Votre hit de karaoké. J'ai encore rêvé d'elle, mais tard dans la soirée. Les deux voix ? Bien sûr. Évidemment. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists. Ce que ma fille écoutait, par exemple, le plus jeune, que j'ai pas fait le ménage en fait dans ma playlist, donc il pourrait y avoir mignon mais gros. Non, pardon. Ça c'est un vous. format perso, bien sûr. Ou alors mon petit doigt m'a dit, ou je sais pas quoi. Voilà, ça on voit les différences d'éducation. Celle qui a tout lâché. Allez, on y va. René la taupe, c'est parti en avant. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Rapidement du funk. Ouais. Et le titre qui vous en fait immédiatement sortir. On n'a pas dit qu'on était que charitable. Oui, tout à fait. Trop rock. Ouais. Allez. Votre chanson de comédie musicale préférée ? Je vais dire Les Demoiselles de Rochefort.
N'importe quel titre. Oui, enfin, les deux sœurs... Les sœurs jumelles. Voilà, c'est ça, merci. J'allais me lancer sur supercalifragilistique, mais comme je sais pas le dire, dans Mary Poppins. Supercalifragilisticexpialidocious. Voilà, c'est ça exactement. Sûr, orthophonie pour moi, comédienne pour Mélanie. Et la chanson dont vous avez un mal de chien, vous débarrassez une fois que vous l'avez en tête. Ah bah ça va pas être honorifique ça. Bah non, c'est pas fait pour. Big Bisou. C'est une première, Big Bisou ? Ouais, je crois que c'est une première. Et c'est horrible parce que vraiment, je vais l'avoir jusque demain. Évidemment. Ouais. En plus, c'est très court. On connaît que Big Bisou. Sur la main, embrassez-vous. Moi, j'ai été traumatisée par cette chanson. Ah bon, pardon, je voulais pas faire appel à un traumatisme. Non, ça va aller. Je vais m'en sortir, mais je vais vraiment chanter ça jusque demain. Je rappelle donc votre actualité. L'Intruse, mercredi 5 et 12 mars à 21h10 sur France 2. C'est déjà disponible sur France.tv si vous avez envie de frémir et d'être ému. Voilà, ce sera ça le combo. Merci beaucoup. Mais merci à vous et ne partez pas car maintenant on va écouter la musique que vous avez choisie. Oh là là, excusez-moi. Bah non, on démarre avec Arrested Development, Mr. Wendell. Oui. Alors pourquoi ce titre ? Là aussi, souvenir d'ado, et puis parce que premier move, on commençait à danser comme ça. Ouais. Allez, ça me va. Le score sur Radio Nova. Gilberte Gilles pour clore le score en la compagnie de Mélanie Doutet. Merci mille fois c'est moi qui vous remercie. Passé par ce studio. Et il est 20h, grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.